Salut les petits clous, avant de commencer à parler du Quidditch et de ce qu'il se cache derrière, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que cette vidéo, à la base, je l'avais enregistrée dans le même décor que les 4 vidéos sur Harry Potter. Il y avait forcément toute une direction artistique de prévu, mais si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu un petit souci avec mon disque dur, c'est-à-dire que tout est perdu. Voilà, propre et net. Ouais, en fait, mon disque dur a rendu l'âme, et comme un gland, je n'avais pas fait de backup. Donc j'ai tout perdu, ce que j'ai fait avec Mysteria ces 5 dernières années. Et rien que de le dire, j'ai envie de chialer. Bref, cette vidéo ne sera pas tournée avec les mêmes moyens que les autres vidéos Harry Potter, mais je trouvais ça dommage de ne pas utiliser le script, alors je la retourne dans le décor habituel. La deuxième chose, c'est que cet épisode est sponsorisé par CyberGhost VPN. Quand vous allez sur internet, l'intégralité de votre activité est traquée. Que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette, on sait tout de vous. Désolé si je vous l'apprends. Avec CyberGhost VPN, en un clic, vous changez votre adresse IP et donc votre position géographique dans l'un des 91 pays disponibles, ce qui vous permet d'être anonyme et d'être protégé quand vous allez sur Internet. C'est un logiciel très simple à utiliser que vous pouvez installer sur 7 appareils différents et surtout, CyberGhost VPN ne conserve aucune donnée d'utilisateur. Si vous voulez faire un essai, je vous mets un lien dans la description et dans le premier commentaire qui vous donne 83% de réduction et 4 mois gratuits, ce qui fait à peu près 2 € par mois et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Lors d'une interview, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a déclaré qu'elle n'aurait pas voulu être une sorcière, mais plutôt une alchimiste, et que pour écrire son œuvre, elle avait appris une grande quantité de choses sur l'alchimie. Je viens de réaliser une série de 4 vidéos pour montrer comment l'histoire d'Harry Potter est calquée sur la quête alchimique. Mais il y a une autre tradition ésotérique qui se cache dans cette saga. L'alchimie est une pratique ancienne qui puise sa philosophie dans les écrits d'un certain Hermès Trismégiste, un personnage fictif apparu en Égypte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est le résultat de la fusion entre Thoth, le dieu égyptien de la connaissance, et Hermès, le messager des dieux du panthéon grec. C'est une discipline qui va se développer en France durant le Moyen-Âge et qui va atteindre son âge d'or à la Renaissance. Il y a une autre tradition initiatique qui va naître pendant cette période et qui a quelques similarités avec l'alchimie, c'est la franc-maçonnerie. Ces deux quêtes ont le même objectif, que celui qui s'y engage devienne la version spirituelle de lui-même. Pour les alchimistes, nous sommes du plomb au début de notre chemin et l'objectif est de devenir aussi pur et immuable que l'or. Pour les francs-maçons, nous sommes une pierre brute et l'objectif est de devenir une pierre cubique à pointe. La franc-maçonnerie puise ses symboles dans beaucoup de traditions différentes et comme il existe plusieurs rites différents, autant dire que c'est un petit peu la foire aux symboles. Malgré ça, il se trouve que, très curieusement, le Quidditch, le sport pratiqué dans la saga Harry Potter, semble être une ode à la franc-maçonnerie. Ouais, dit comme ça paraît curieux, mais je vais me baser sur 2 aspects précis et vous allez voir que c'est assez troublant. Cette vidéo a été écrite en collaboration avec Jean-Pierre Quentin-Biec et qui a fait un bouquin de 500 pages sur les liens entre Harry Potter et la franc-maçonnerie. Alors si vous voulez comprendre tout ce qui se cache derrière l'histoire du jeune sorcier, je vous mets le lien en description. Dans le premier livre Harry Potter, J.K. Rowling parle du Quidditch et explique comment doit se composer une équipe. Quand on regarde ça en détail, on se rend compte qu'il y a une curieuse correspondance avec l'organisation d'une loge maçonnique. Une équipe de Quidditch est composée de 7 joueurs, 3 poursuiveurs, 2 batteurs, un gardien et un attrapeur. Alors la disposition des joueurs n'est basée sur rien du tout, c'est juste moi qui ai organisé les visuels comme ça. Pour comprendre quel est le lien avec la franc-maçonnerie, il faut se concentrer sur le rite écossais ancien et accepté que l'on appelle le RE2A. On y trouve le rituel du tuilage au 1er degré dans lequel on peut lire ceci. Où avez-vous été reçu maçon ? Dans une loge juste et parfaite. Que faut-il pour qu'elle soit juste et parfaite ? 3 la dirigent, 5 l'éclairent, 7 la rendent juste et parfaite. Expliquez cette réponse. Les 3 sont le vénérable maître et les 2 surveillants. Ces officiers, avec l'orateur et le secrétaire, sont les 5 lumières de la loge.
Avec l'expert et le couvreur, ces 7 officiers rendent la loge juste et parfaite. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est pas des fautes de frappe, hein, c'est les maçons qui écrivent comme ça. Ça fait un peu genre on crypte nos écrits alors qu'en fait il n'y a rien de compliqué. D et R à gauche, c'est demande et réponse. Le L avec les 3 points, c'est loge. V, M, c'est vénérable maître, etc. En fait, c'est un petit peu comme un texte à trous. Vous savez, quand on était gamin, on avait un texte et de temps en temps, il y avait juste une première lettre d'un mot et il fallait deviner le mot. Genre, cette phrase, si vous dites que faut-il pour qu'une libellule soit juste et parfaite, eh ben vous avez perdu, parce que c'était loge, voilà. Et du coup, ça fait 0, redoublement demandé. 3 la dirigent, 5 l'éclairent et 7 la rendent juste et parfaite. La première observation, c'est évidemment le nombre de participants qui est le même. 7 joueurs de Quidditch pour une équipe et 7 maçons pour une loge juste et parfaite. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça, car la fonction de chacun est similaire entre le Quidditch et la maçonnerie. On va se faire un schéma avec à gauche le Quidditch et à droite une loge maçonnique. Bon, comme je l'ai dit juste avant, l'emplacement de chaque participant n'est pas à prendre en compte, hein. J'ai juste fait en sorte que ce soit lisible. Pour commencer, il y a 3 poursuiveurs qui font circuler le soifle. C'est une balle de cuir qu'ils doivent attraper et lancer dans un des 3 cercles d'or pour marquer 10 points. Dans une loge, on trouve aussi un trio responsable de la circulation de la parole. Il s'agit du vénérable maître et des 2 surveillants. Ils sont chargés de faire circuler la parole dans la loge, comme les poursuiveurs doivent faire circuler le soifle sur le terrain. Dans une équipe de Quidditch, il y a un gardien. Et on peut dire qu'il fait malgré lui le tri entre les balles. Il y a celles qu'il peut arrêter et celles qu'il ne peut pas. Eh bien dans la loge, il y a un maçon chargé du tri, c'est le secrétaire. Sur tout ce qui a été dit pendant une tenue, il doit garder l'essentiel et résumer la pensée. Ensuite, il y a un attrapeur dont le but est de saisir le vif d'or, ce qui mettra un terme au match. C'est donc lui qui est responsable de clôturer la partie. Dans une loge maçonnique, c'est le rôle de l'orateur. Sa parole est plus importante car il synthétise tout ce qui a été dit et il est chargé de clôturer la tenue à l'image de l'attrapeur qui peut rapporter 150 points d'un coup à son équipe et mettre fin au match. Ils ont aussi un autre point commun, c'est que tous les deux doivent rester en retrait pour prendre du recul. L'orateur ne participe pas au débat, il doit les synthétiser, et l'attrapeur ne participe pas vraiment au match, il doit juste attraper le vif d'or. Pour finir, il y a 2 batteurs dont la mission est de protéger les 3 poursuiveurs. En loge, il s'agit des 2 officiers avec chacun un glaive. Il y a l'expert et le couvreur. Il vérifie qu'il n'y a pas de profane à l'intérieur du temple ni à l'extérieur en train d'écouter. Leur but est de protéger la parole au même titre que les 2 batteurs protègent le soif des attaques de cognards. Et non, je ne ferai pas de jeu de mots. Non. La comparaison est assez flagrante parce que au Quidditch, ils ont des battes et dans la loge, ils ont des glaives. Reprenons le passage du rituel pour vérifier que tout est juste et parfait. 3 la dirigent, il s'agit des 3 poursuiveurs pour le Quidditch et du vénérable maître associé aux 2 surveillants pour la loge maçonnique. 5 l'éclairent, ce sont le gardien et l'attrapeur côté Quidditch, l'orateur et le secrétaire côté maçonnique. 7 la rendent juste et parfaite. Ce sont les 2 batteurs qui viennent s'ajouter à l'équipe et côté maçon, c'est l'expert et le couvreur. La formation d'une équipe de Quidditch est calquée sur la composition d'une loge maçonnique, mais ce n'est pas tout. Dans un livre publié en dehors de la saga qui s'appelle Le Quidditch à travers les âges, J.K. Rowling expose les 7 règles du jeu et l'analogie avec les règles qui régissent une loge maçonnique est franchement évidente. Aucune restriction n'est imposée à l'altitude que peut atteindre un joueur durant un match. En revanche, il lui est interdit de dépasser les limites du terrain. Si l'un des joueurs franchit ces limites, son équipe doit aussitôt donner le soifle au camp adverse. La zone de jeu est délimitée par 4 points cardinaux au sol, mais il est possible de s'élever de manière infinie. Et vous remarquerez que ce n'est pas franchement utile car les cercles dans lesquels les attrapeurs doivent lancer le soifle sont fixés au sol. En fait, c'est un indice sur le comportement à adopter dans une quête spirituelle. Vous pouvez vous élever tant que vous voulez, mais vous devez garder un ancrage au sol. Pour ce qui est de ne pas dépasser les limites du terrain, c'est le premier devoir du franc-maçon. Ne jamais porter hors des limites du temple les paroles qui ont été échangées au sein de la loge.
Le capitaine d'une équipe peut demander un temps mort en s'adressant à l'arbitre. C'est le seul moment où les joueurs ont le droit de mettre pied à terre au cours d'un match. Le temps mort peut atteindre 2 heures si le jeu a déjà duré plus de 12 heures. Si l'une des deux équipes ne revient pas sur le terrain à l'issue de ces 2 heures, elle est aussitôt disqualifiée. Ici, le temps mort fait allusion à l'état d'une loge lorsqu'elle est mise en récréation. Les frères maçons peuvent alors circuler librement sur le pavé mosaïque qui se trouve au centre de la loge, et les 12 heures de jeu font référence à la durée symbolique d'une tenue maçonnique qui se déroule de midi à minuit, donc pendant 12 heures. L'arbitre peut imposer des pénalités à l'encontre de l'une des équipes. Le poursuiveur, qui tire le pénalty, devra voler depuis le cercle central vers la surface de but. Tous les joueurs, autres que le gardien de l'équipe adverse, doivent se tenir à l'écart pendant le tir du pénalty. Ici, il est fait référence à la protection de la parole. Lors d'une tenue, chaque frère bénéficie d'un temps de parole durant lequel aucun autre ne peut l'interrompre. Le soifle peut être arraché des mains du joueur qui le tient, mais on ne peut en aucun cas saisir un joueur adverse par quelque partie du corps que ce soit. Cette règle signifie qu'un frère peut s'opposer à une parole et exposer une opinion contraire sur le plan philosophique et intellectuel. En revanche, il ne peut en aucun cas s'en prendre à cette personne sur le plan matériel, physique ou corporel. En cas de blessure, il n'y aura pas de joueur remplaçant. L'équipe poursuivra le match sans le joueur manquant. À la perte d'un frère, la loge continue de vivre. Ça rappelle à chaque maçon que le grand chantier existe avant sa naissance et se poursuit bien après sa mort. Il est permis de détenir une baguette magique sur le terrain. Le droit de porter une baguette magique à tout moment a été décrété par la Confédération internationale des sorciers en 1692, lorsque les persécutions exercées par les Moldus eurent atteint leur point culminant et que les sorciers se préparaient à vivre cachés, à la condition qu'il n'en soit fait aucun usage, en quelque circonstance que ce soit, contre un joueur de l'équipe adverse ou contre son balai, contre l'arbitre, contre l'une des balles ou contre un spectateur. Cette loi, qui a été introduite en 1692, fait écho en franc-maçonnerie au port du glaive. À l'époque où les loges accueillaient massivement des nobles, ces derniers venaient en tenue avec leur glaive, symbole de leur statut. Mais ce n'était pas le cas pour les maçons qui n'étaient pas nobles. Dans un souci d'égalité, le port du glaive a été généralisé. Mais il ne doit pas servir à intimider ou menacer, il doit être garant de la sécurité dont les travaux en loge ont besoin. Un match de Quidditch prend fin lorsque le vif d'or a été attrapé, ou par consentement mutuel des capitaines des deux équipes. Cette dernière règle concerne le rôle de l'attrapeur qui correspond à l'orateur en loge maçonnique. Lorsque l'attrapeur se saisit du vif d'or, le match est terminé. Et en maçonnerie, c'est l'orateur qui conclut la tenue. 7 livres Harry Potter, 7 joueurs dans une équipe de Quidditch, 7 règles du jeu. Décidément, l'auteur a quelque chose avec le chiffre 7. À travers les 4 vidéos que j'ai consacrées à la saga, on a vu que la trame de fond était calquée sur le parcours d'un alchimiste. Mais il y a aussi plein de détails qui font appel à la symbolique de la franc-maçonnerie. Je n'ai pas tout évoqué pour rendre l'ensemble compréhensible, mais il vous reste une grande quantité de choses à découvrir, et tout se trouve dans le livre de Jean-Pierre Quentin-Biec, dont le lien est en description. J'espère que cette exploration de l'univers d'Harry Potter vous a plu. Ciao!